La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Elle est l'une des applis les plus téléchargées au monde. Plus de 3 milliards d'utilisateurs. TikTok, c'est vraiment un passe-temps. J'adore en faire parce que c'est de la danse et tout. C'est presque plus important que regarder la télé. Il n'aura pas fallu 10 ans à TikTok pour entrer dans le smartphone de presque tous les ados. Ses vidéos courtes, verticales, son algorithme ultra efficace, TikTok est peut-être bien la success story technologique chinoise. Comment expliquer ce succès? Quels en sont les ingrédients? Et puis, faut-il s'en inquiéter? Risque d'addiction, désinformation, surveillance, propagande du gouvernement chinois, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Nous vous racontons aujourd'hui l'histoire de TikTok. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Juste avant l'arrivée du président américain Donald Trump au pouvoir en février dernier, la plateforme TikTok a brièvement été interdite aux États-Unis. TikTok sera-t-il bientôt interdit aux États-Unis ? En avril 2024, le Congrès américain a voté très majoritairement une loi visant à interdire la plateforme aux États-Unis. TikTok interdit en 2025 ? C'est peut-être ce qui va se passer aux États-Unis dans les prochains jours, sauf si Donald Trump s'y oppose. Et c'est ce qui est finalement arrivé. Une solution a été trouvée in extremis avec le soutien du nouveau président américain Donald Trump. Cet épisode illustre assez bien la relation équivoque qu'entretient l'Occident avec le réseau social chinois. Et on rappelle en 2 mots ce qu'est TikTok. C'est un réseau social de partage de vidéos courte au format vertical, qui est d'ailleurs finalement devenu la norme avec l'arrivée de TikTok. C'est un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde, près de 1,6 milliard d'utilisateurs actifs, surtout des jeunes. C'est surtout le réseau sur lequel les utilisateurs et utilisatrices passent le plus de temps, presque 35 heures par mois en moyenne. C'est beaucoup plus que sur ses concurrents YouTube, Facebook, Instagram, etc. Alors on reproche beaucoup de choses à TikTok. Son design addictif, la prolifération des challenges dangereux. On se souvient par exemple du challenge du foulard, le risque de désinformation, voire de propagande de la part de l'État chinois, le risque de surveillance de la Chine à travers les données des utilisateurs, raison pour laquelle nous avons voulu aujourd'hui prendre le temps de vous raconter l'histoire de TikTok. Avec 2 invités. D'abord, Océane Herrero, qui est journaliste à Politico. Bonjour, Océane Herrero. Bonjour. Vous avez écrit « Le système TikTok, comment la plateforme chinoise modèle nos vies » et c'est paru aux éditions du Rocher. Avec nous également Virginie Arantes, chercheuse en sciences politiques à l'ULB et à Paris EHESS, spécialiste de la Chine. Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais vous poser la même question à toutes les deux. Océane Herrero, pourquoi selon vous est-ce qu'il est important aujourd'hui de se pencher sur l'histoire, sur le fonctionnement de TikTok ? Alors TikTok est une plateforme intéressante à bien des égards. Le premier, vous l'avez dit, c'est que c'est une plateforme qui est d'origine chinoise et la première à avoir une telle importance à travers le monde, à réussir à pénétrer quelque part les marchés à la fois américains, européens, africains et voilà, à se répandre à travers, disons, le globe. Et également parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est une application qui préoccupe énormément les gouvernements. On y reviendra, mais la situation de TikTok aux États-Unis est très instable et montre que quelque part derrière ces plateformes, il y a aussi des enjeux de pouvoir entre les États. Virginie Arantes, pourquoi pour vous c'est important? Et je voudrais souligner que ça n'a pas été facile de trouver des spécialistes, des expertes qui pouvaient parler de TikTok et de la Chine plus largement. Oui, en effet, parce que donc on pourrait penser que TikTok n'est qu'une application de divertissement, mais c'est bien plus que cela. Aujourd'hui, ça cristallise l'avancée technologique de la Chine à l'échelle mondiale. Donc, officiellement, les États-Unis et plusieurs pays occidentaux justifient leurs restrictions sur TikTok par des préoccupations liées à la cybersécurité. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Ça vient un peu détrôner l'hégémonie américaine jusqu'ici. Allez, on se replonge tout de suite dans l'histoire de TikTok et il n'y a pas besoin de remonter bien loin. « 9 décembre 2019. Le ciel est bleu, la marée de bitume d'un parking baigne dans la lumière du soleil. Derrière un entrepôt de béton s'élèvent les feuilles d'un palmier.
Tout à coup, un jeune garçon aux cheveux noirs, cape noire, apparaît, volant sur un balai à environ 1 mètre du sol. Son vol décrit une courbe et s'approche. Le garçon dit « Tu aimes mon costume ?» Like my costume? Yo, that's so cool. How are you doing that? Got a Nimbus 2000. Oh, I see. Mirror. Wait, is that my longboard? Oh, Longboardium Leviosa! En s'approchant, on s'aperçoit que le jeune homme a accroché un miroir à son balai. Un miroir qui cache un skateboard électrique. Une fausse jambe accrochée au balai se reflète dans le miroir, donnant cet effet bluffant de lévitation. Le garçon qui filme et celui qui vole font 1 ou 2 blagues. La vidéo s'arrête après 17 secondes. Elle a été postée sur TikTok le 9 décembre 2019 par Zach King, le garçon déguisé en Harry Potter. Elle est titrée « Ils ont rejeté ma candidature à Poudlard, mais j'ai quand même trouvé un moyen de devenir sorcier ». À l'heure qu'il est, la vidéo a déjà fait pas loin de 2,5 milliards de vues. C'est la vidéo la plus regardée de l'histoire de TikTok. Comment une vidéo peut-elle faire autant de vues? Comment TikTok, application chinoise, a-t-elle conquis les téléphones et les esprits des ados occidentaux? Pour le comprendre, il faut raconter 2 histoires, qui toutes les 2 démarrent en Chine. La première est celle d'une application qui s'appelle Musical.ly. Nous sommes à Shanghai en 2014 et 2 hommes, Alex Zhu et Lu Yuyang, entrepreneurs dans le monde de la tech, lancent une application éducative qui joint la musique et la vidéo, notamment pour utiliser le langage des signes. C'est un échec. L'idée néanmoins est révolutionnaire. Alors les 2 hommes changent leur fusil d'épaule. Ils réalisent ce que l'on appelle dans le langage des startups un pivot. Ils trouvent une nouvelle application, un nouvel usage à leur technologie. Le principe est simple. Sur son smartphone, on choisit une chanson. Ensuite, on se filme en suivant le rythme et les paroles. Et à la fin, on publie le résultat. Musical.ly est tout simplement une application qui permet de se mettre en scène en train de faire un playback. Alex Zhu et Lu Yuyang installent une succursale de leur entreprise à San Francisco, aux États-Unis. En 2017, il y a déjà 200 millions d'adeptes dans le monde, dont beaucoup de jeunes enfants. Pour eux, c'est quelque chose de très important. C'est presque plus important que regarder la télé, puisqu'ils voient vraiment ce qu'il fait. Et puis là, ils prennent comme modèle pour leur futur aussi. Musical.ly est la première application chinoise à rencontrer un vrai succès à l'international. En juillet 2015, Musical.ly grimpe jusqu'à la position de numéro 1 dans le magasin d'applications l'App Store d'Apple et devient ainsi la plus téléchargée des applications gratuites dans plus de 30 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou le Brésil. Musical.ly est donc un vrai succès. Dans le même temps, une autre histoire est en train de s'écrire en Chine. 2014, alors que Musical.ly se lance, un jeune homme du nom de Zhang Yiming part en voyage dans la Silicon Valley. Le jeune homme a 30 ans. Lui aussi, entrepreneur dans le monde de la tech, il se voit comme une sorte de Mark Zuckerberg chinois. Jeans et t-shirts, comme Mark Zuckerberg, Zhang Yiming vend une légende personnelle digne des mythes des boss de la Silicon Valley. Tout commence dans une chambre de l'université de Nankai en Chine. Avec son ami de toujours Liang Rubo, Zhang crée une entreprise immobilière. Zhang Yiming vient de lancer une application qui s'appelle Toutiao. Elle fait de la curation de contenu d'actualité. En gros, Toutia trie l'info et grâce à un algorithme propose des articles à lire à ses utilisateurs en fonction de leurs intérêts. Toutiao trouve rapidement son public.
Zhang Yiming crée alors une société, ByteDance, qui va ensuite lancer une deuxième application, Douyin. Douyin propose des vidéos courtes à destination du marché chinois. Il y a 1 milliard d'utilisateurs potentiels en Chine, le marché est énorme. Mais Zhang Yiming veut plus que ça. Or, il existe déjà une application chinoise de vidéos courtes qui a conquis les smartphones de l'Occident. En 2017, ByteDance rachète Musical.ly, l'application de playback, et la fusionne avec ce qui devient TikTok. TikTok est tout simplement la version pour l'Occident de Douyin. Aujourd'hui encore, il existe deux univers parallèles qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Celui de Douyin, qui ne fonctionne qu'en Chine, celui de TikTok, qui ne fonctionne que hors de Chine. Les deux applications sont séparées, hébergées sur des serveurs différents. En 2018, TikTok part donc à l'assaut du monde sur base de la communauté Musical.ly. Et très vite, ça marche, toujours chez les plus jeunes. TikTok, c'est vraiment un passe-temps. J'adore en faire parce que c'est de la danse et tout. Ma maman en fait souvent avec moi. Bon, elle gère pas trop, hein. C'est un secret. J'aime bien TikTok parce que j'aime bien danser, j'aime bien toutes les chansons qu'il y a. C'est très chouette parce qu'on apprend des nouvelles danses. J'ai un TikTok parce que j'en fais depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai au moins 5 ans. Il y a un événement qui va accélérer le succès de TikTok. Bon, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que pendant la crise du coronavirus, il y a une application qui a explosé. Eh ben, c'est TikTok. Alors là, cette goutte-là, c'est un fashion faux pas. Tu te rappelles quand j'ai appris à faire du vin? Eh ben, je savais plus conduire. Parce que tu étais sous. Elle est l'une des applis les plus téléchargées au monde, plus de 500 millions d'utilisateurs. Mais attention, elle n'est pas utilisée de la même façon partout. En Europe, c'est plutôt comédie, mode, beauté. Et en Asie, les challenges les plus populaires, ce sont les caméras cachées ou les chorégraphies. Nous sommes en 2020 et loin de la petite application où dansaient encore les ados 2 ans auparavant, TikTok devient un mastodonte. Comme sur toutes les plateformes, on y trouve des contenus problématiques. C'est ce que dénonce par exemple l'influenceuse Dilara au JT de la RTBF. Hi guys! Du coup, j'ai lancé un hashtag sur Twitter qui s'appelle Balance ton TikToker. Ça sert à dénoncer les TikTokers pédophiles qui abusent de leur notoriété pour demander des nudes à des filles mineures. Il y a beaucoup de TikTokers majeurs qui m'ont déjà demandé des photos de moi dénudée, alors que je refusais clairement. Je leur disais non, je suis trop jeune, j'ai pas envie. Et ils forçaient quand même. Ensuite, il y en avait qui m'envoyaient des photos de leur entrejambe alors que j'avais rien demandé. Enfin, j'étais pas du tout consentante pour qu'ils m'envoient. Et ils m'ont quand même envoyé, ils forçaient et je leur demandais d'arrêter, mais ils voulaient rien savoir en fait. Dans des challenges qui deviennent rapidement viraux, TikTok renvoie aussi une image très normative du corps des jeunes filles. Il fait le buzz sur le réseau social TikTok. Le Headphone Challenge comprenait le défi des écouteurs. L'objectif, réussir à faire 2 fois le tour de sa taille avec le fil de ses écouteurs. Un test censé démontrer la minceur idéale. Un défi visible par de très jeunes utilisateurs. TikTok pose question. TikTok commence aussi à énerver aux États-Unis. Le président américain Donald Trump termine son premier mandat. Et à 6h47, c'est la guerre entre Donald Trump et le réseau social chinois TikTok. Guerre politique, économique, technologique. Microsoft et Twitter en profitent pour essayer de racheter TikTok. TikTok devrait être dépecé et racheté par des Américains. Le président Trump a tout un discours pour accompagner le sujet. TikTok sera bientôt interdit aux États-Unis. Donald Trump va signer un décret aujourd'hui pour interdire la plateforme de vidéo. Le président américain soupçonne l'application chinoise de faire de l'espionnage, d'utiliser des données privées pour influencer les votes lors des prochaines élections aux États-Unis. TikTok compte près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, principalement des jeunes, puisque cette application est très populaire auprès d'eux. TikTok surveillerait les Américains. Une chose est sûre, l'application chinoise est devenue la grande concurrente des plateformes américaines et a conquis les consommateurs de demain. En 2021, les stats de TikTok explosent encore. TikTok devient l'application la plus téléchargée au monde.
L'application lancée en 2017 a déjà été téléchargée par plus de 3 milliards d'utilisateurs. C'est plus que Facebook, WhatsApp ou encore Instagram. Quand j'ai rien à faire, je mets TikTok, ça me fait rire. Quand j'ouvre l'application, je vois qu'il est 6h, exemple, et après je vois qu'il est 23h, je dis oui, les heures passent vite. TikTok, c'est vraiment quelque chose qui me divertit. Quand j'ai fini le travail la journée, je vais sur TikTok et voilà, je préfère voir ça plutôt que les malheurs du monde avec les inondations, le Covid et tout ça. Moi, ça me distrait fortement. Si TikTok fonctionne si bien, c'est que son algorithme est très efficace. Pour celles et ceux qui se lancent, avec un peu de travail, on peut rapidement faire gonfler sa communauté, comme le raconte l'humoriste Pablo Andrés. La reine d'Angleterre, comment on peut être aussi vieille? Il y a 3 choses qui périment jamais. Le miel, le vinaigre et la reine d'Angleterre. C'est vrai que j'ai atteint en 7 mois, j'ai dépassé le nombre de followers que j'avais sur tous mes autres réseaux. Donc c'est assez hallucinant la rapidité à laquelle on peut toucher des gens, la manière dont ça a été construit aussi. C'est assez fascinant de créativité, je trouve, les outils que propose TikTok. Moi, ce qui m'intéresse, moi en tout cas en tant que comédien, c'est d'essayer de faire marrer les gens. Et après, tous les outils qui sont disponibles, j'ai envie de les utiliser. Voilà comment TikTok, l'application de vidéos courtes en format vertical et à l'algorithme surpuissant, est arrivée au sommet du monde de la tech. Ce n'est évidemment pas la fin de l'histoire. Entre tentatives de mainmise du Parti communiste chinois et interdiction sur le sol américain, l'évolution de TikTok est exactement à la mesure des enjeux contemporains. La première, l'histoire continue. On refait donc l'histoire de TikTok dans cet épisode de l'histoire continue. On vient de raconter le succès fulgurant de cette application de partage de vidéos chinoises et de son patron, Zhang Yiming. On n'a pas forcément expliqué pourquoi TikTok a été un tel succès, la recette du succès. On va peut-être commencer par vous, Océane Herrero. Vous êtes journaliste à Politico. Vous avez consacré un livre au système TikTok. Alors, si on essaye d'expliquer peut-être à ceux ou celles qui ne connaissent pas bien l'application, c'est quoi la recette ? Alors je dirais qu'il y a plusieurs éléments qui ont fait que TikTok a eu le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Le premier, c'est le contexte. On l'a dit, TikTok a vraiment bénéficié quelque part de la crise du coronavirus, des confinements qui ont forcé tout le monde à être chez soi et à passer beaucoup plus de temps sur les écrans, à chercher des moyens de divertissement. C'est un premier point. Il y a également le fait que TikTok a ce fil de vidéos continues qui est extrêmement immersif, où on peut passer parfois des heures sans même s'en rendre compte, et c'est ce que souvent les utilisateurs rapportent. Et aussi, c'est quelque chose qui est très facile à prendre en main, c'est-à-dire même quelqu'un qui n'a jamais, par exemple, fait de montage vidéo va pouvoir accéder à une série d'outils fournis par TikTok pour faire une vidéo avec des montages, des espèces d'effets spéciaux qui permettent de faciliter la publication des vidéos et donc d'avoir une application qui va être beaucoup plus vive, dynamique dans ce que les utilisateurs peuvent proposer. Et je dirais que la dernière chose, c'est que TikTok, même si on a l'impression que son succès est un peu venu de nulle part, en réalité a dépensé des sommes folles en publicité sur les plateformes concurrentes pour amener les utilisateurs à changer d'application et à installer TikTok. Est-ce que c'est vraiment une plateforme qui est plus addictive que les autres? Quand on voit le temps moyen passé par les utilisateurs de TikTok sur la plateforme, qui est beaucoup plus élevé que sur les autres plateformes, est-ce que ça veut dire que c'est plus addictif? Justement, la question de l'addiction aux réseaux sociaux, elle est un petit peu débattue aujourd'hui par les psychologues notamment, mais il y a des éléments de TikTok qui font que c'est une plateforme où on va justement passer plus de temps. Justement, ce fil de vidéos continue où il n'y a jamais de pause. En fait, on en oublie presque, le fil du temps. C'est des vidéos qui sont très courtes. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez directement balayer vers le haut et voir autre chose. C'est une
expérience qui est vraiment, on va dire, sans friction. Vous avez jamais à faire de choix quelque part. C'est l'algorithme qui choisit pour vous les vidéos que vous allez avoir. Donc c'est quelque chose. Voilà, on y entre un peu comme dans un bain et parfois c'est difficile d'en sortir. Et en termes de modèle économique, TikTok, c'est comme les autres plateformes, collecte des données, publication sponsorisée? Alors, c'est une plateforme qui va reposer sur la publicité, mais également qui est en train de développer en Europe, aux États-Unis, des outils qui sont très présents sur le marché chinois, qui vont être quelque chose qu'on appelle TikTok Shop, c'est-à-dire que vous allez avoir en interne une plateforme pour faire la promotion de produits. Donc, typiquement, vous voyez un influenceur qui fait une vidéo et parle de tel vêtement, tel produit cosmétique, et il va avoir un lien directement vers TikTok Shop où on peut acheter ces produits. Et donc, quelque part, vous allez pouvoir rester dans l'application et parvenir à la fois visionner et consommer. Il y a encore une dernière chose dont je voudrais qu'on parle une seconde, Océane Herrero, c'est l'influence qu'a eu le format TikTok sur les autres plateformes. La vidéo verticale, notamment, c'est vraiment TikTok qui a imposé son format au monde entier. Il y a quand même une puissance culturelle dans TikTok qui est assez impressionnante, non ? Complètement, et c'est vrai que aujourd'hui on a du mal à voir quelle est l'innovation là-dedans parce que c'est tellement partout. Oui, ça paraît un peu basique. Plateforme de vidéo verticale. En fait, à l'époque, quand c'est arrivé, c'était tout à fait neuf. C'était tout à fait neuf et totalement sous-exploité par les concurrents de TikTok. On sait qu'Instagram, au début, c'était des images carrées. Ensuite, ils ont un petit peu assoupli leur format, mais la vidéo était vraiment quelque chose qu'ils ont sous-exploité. Et l'arrivée de TikTok avec son format de vidéos courtes a changé cela parce que ils ont vu donc leurs utilisateurs tout d'un coup migrer vers TikTok et tout le monde s'est mis à imiter ces formats-là avec plus ou moins de succès parce qu'il y a le fait d'avoir des vidéos verticales, il y a aussi le fait d'avoir un algorithme derrière qui les pousse au bon moment, qui s'adapte aux envies de l'utilisateur et qui fait la puissance de TikTok aujourd'hui. Alors notre autre invitée aujourd'hui, c'est Virginie Arantes, qui est chercheuse en sciences politiques à l'ULB et à Paris à l'EHESS. Alors on parle dans le récit de cet environnement de la tech chinoise où est né TikTok. Il y a une sorte d'équivalent qu'on connaît évidemment moins chez nous, de la Silicon Valley en Chine, un environnement qui permet l'éclosion de ces startups, de ces entrepreneurs du numérique chinois. Oui, en effet. Donc, il y a beaucoup d'investissements de la Chine par rapport à cette nouvelle technologie, dont les réseaux sociaux. Donc, il avait quand même été assez autonome jusqu'en 2020. Et puis, en 2020, il y a eu l'histoire avec Jack Ma. Donc, il faut dire qui c'était, pour ceux qui ne connaissent pas Jack Ma. Donc, c'est le patron de Ant Group. Alibaba, oui. Et qui a critiqué donc les régulations financières dans une conférence. Et donc, suite à cela, le président Xi Jinping a annulé l'introduction en bourse du Ant Group, donc qui était supposé être des plus grandes entrées en bourse de l'histoire. Et donc, il y a eu une régulation accrue. Et maintenant, on voit de nouveau un appui du gouvernement qui, il y a quelques semaines, a réuni toutes ces grosses têtes de la tech, dont Jack Ma, aussi l'inventeur de DeepSeek, qui est sorti il y a pas longtemps et qui rivalise avec l'OpenAI américain. Donc, il y a vraiment un vrai environnement favorable en Chine pour le développement de technologies, chose qu'on n'a pas forcément perçue, en fait, en Europe, aux États-Unis, avant vraiment la déferlante TikTok. Oui, mais ça va bien au-delà de TikTok, bien évidemment. Et je pense que c'est aussi lié à une incompréhension culturelle de la Chine en Occident. Par exemple, l'autre jour, il y a eu le Nouvel An chinois, et donc il y a la gala du Festival du Printemps à CCTV, donc c'est vraiment l'émission qui est la plus vue CCTV, c'est la télévision chinoise. Chinoise, oui, et c'est vraiment le truc qu'on regarde tous ensemble en famille. Et donc, il y a, je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais des robots humanoïdes de la société chinoise Unitree qui ont marqué les esprits parce qu'en fait, ils dansaient avec des humains. Et donc ça montrait un peu, c'était un spectacle pour montrer la superpuissance de la Chine dans l'innovation technologique, parce que des entreprises telles que Tesla ou Nvidia sont aussi des concurrents. Donc il y a aussi cette
ce besoin de montrer la superpuissance technologique chinoise. On dit aussi souvent que la puissance technologique chinoise, et notamment dans le développement de l'intelligence artificielle, elle se fait à des fins de surveillance. On dit que les Américains y font une intelligence artificielle commerciale, que les Européens tentent de faire une intelligence artificielle et savent pas trop ce qu'ils veulent faire, et que la Chine a mis en place une technologie qui est avant tout centrée sur la surveillance. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière les motivations de la Chine ? Je continue aussi sur l'incompréhension culturelle. Donc, dans les pays occidentaux, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle est vue comme dans une logique libérale, donc un espace de liberté d'expression, etc. En Chine, c'est tout autre chose. Et tout citoyen chinois sait les enjeux. Donc, ce sont des leviers politiques, ce sont des infrastructures qui sont intégrées à la gouvernance étatique et donc qui visent à la stabilité politique. Sur la question de TikTok et Douyin, donc ces deux versions différentes de TikTok, est-ce qu'elles se ressemblent vraiment ? Est-ce qu'elles sont très différentes ? Comment est-ce que Douyin vit en Chine ? Douyin vit en Chine. Les contextes culturels de nouveau sont très différents. Le type d'humour, etc. est différent. Les deux applications ne communiquent pas ensemble. Par exemple, moi, pour avoir accès pour mes recherches, etc. J'ai un numéro chinois où je peux installer Douyin et là, ça me donne accès à tous les contenus chinois, ce qui n'est pas possible si j'installe Douyin avec mon numéro belge. Donc voilà, c'est vraiment deux systèmes complètement séparés et aussi les personnes qui utilisent Douyin en Chine savent les lignes rouges, comprennent la censure, donc il y a tout un enjeu aussi de tester les lignes rouges et donc d'être très... d'utiliser par exemple l'histoire de Winnie l'ourson pour parler de Xi Jinping, donc il y a tous ces enjeux aussi politiques qu'ici on ne comprend souvent pas. Océane Herrero, on a parlé du patron de TikTok et donc de ByteDance, la maison mère de TikTok, Zhang Yiming. Il a dû à un moment donné faire un pas de côté en 2021. Il est revenu. Aujourd'hui, c'est devenu l'homme le plus riche de Chine. Aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui est puissant. C'est quelqu'un qui est puissant, c'est aussi quelqu'un qui est assez discret. On le voit dans toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui avec donc les États-Unis sur le potentiel, en tout cas rachat des activités américaines de TikTok. On l'entend peu. On entend beaucoup plus le gouvernement chinois quelque part dans ces échanges-là. Donc avoir une entreprise de technologie en Chine, certes, c'est un écosystème qui, on le voit, est capable de fortes innovations. C'est aussi évoluer dans un contexte extrêmement contraint. Et quelque part, créer TikTok, donc une application séparée de Douyin réservée au marché chinois, a été peut-être la grosse innovation de ByteDance, la maison mère, étant donné que ça lui a permis d'aller conquérir le marché international, là où ça semblait impossible, en tout cas très difficile pour les autres applications sociales chinoises. Un mot peut-être, Virginie Arantes, sur Zhang Yiming. Oui, donc je pense que tous les leaders d'entreprises en Chine savent quand même qu'ils ont des comptes à rendre au parti chinois. Donc ByteDance a dû réorganiser sa gouvernance pour que le gouvernement chinois détienne des parts symboliques dans l'entreprise. Donc je pense qu'ils sont tout à fait conscients et c'est pour ça qu'ils sont assez silencieux. La première, l'histoire continue. On évoque donc cette histoire de TikTok qui en a fait une des plateformes les plus importantes, plateformes numériques et réseaux sociaux au monde. Parmi les reproches faits à TikTok aux États-Unis, beaucoup, mais en Europe également, il y a une forme d'ingérence de l'État chinois, le risque perçu de propagande ou de surveillance des contenus et des utilisateurs de la part de l'État chinois. Et d'ailleurs, par exemple, on le sait peu, mais chez nous, enfin à l'époque ça avait fait un peu parler, mais depuis on a un peu oublié, en Belgique on a interdit l'application TikTok à certains fonctionnaires ou à certains militaires. Oui, comme toutes les entreprises technologiques chinoises, ByteDance, la maison mère de TikTok, et on l'a dit, doit rendre des comptes au gouvernement chinois. Pékin a une législation stricte, interventionniste en matière de collecte des données normalement. TikTok insiste de son côté sur le fait qu'elle est gérée de manière indépendante. Alors la plateforme TikTok est-elle un outil de
de surveillance et de propagande de la Chine. J'ai posé la question à Marc Fadoul, il est chercheur en intelligence artificielle et directeur de AI Forensics, une ONG qui analyse les systèmes de recommandation des plateformes. Voilà ce qu'il m'a répondu. Ce qui est certain, c'est que les données que collecte l'application TikTok donnent une possibilité au Parti communiste chinois d'avoir une compréhension très fine des centres d'intérêt et des dynamiques sociales, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui peut être potentiellement très puissant. Après, en puissance, TikTok peut également influencer le contenu qui va être diffusé sur la plateforme et pourrait en fait utiliser en effet son algorithme pour mettre en avant certaines idées. En pratique, on n'a pas de preuve que ce soit le cas. On sait juste que c'est un risque théorique. On a vu quelque part sur d'autres plateformes, notamment Twitter, plus de preuves de manipulation intentionnelle de l'information que ce qu'on a pu observer sur TikTok. Cela dit, en mon sens, le fait qu'on n'ait pas pu observer de telles manipulations, c'est aussi parce que TikTok se sait très surveillé aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et donc ils savent que si jamais ils étaient pris quelque part la main dans le sac en train de faire une manipulation intentionnelle de leur algorithme pour potentiellement influencer une élection en Occident, ce serait l'excuse qu'attendent beaucoup de sénateurs ou de parlementaires aux États-Unis et en Europe pour interdire l'application. Le profil de risque de réaliser de telles opérations fait que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle, surtout qu'il y a en fait d'autres manières aujourd'hui de conduire des opérations de propagande, notamment dans des contextes électoraux sur les réseaux sociaux, sans avoir besoin de manipuler l'algorithme au niveau de la plateforme. On a aujourd'hui beaucoup de réseaux d'acteurs qui vont faire des campagnes d'information, de désinformation et de propagande sur les réseaux sociaux en utilisant tout simplement des faux comptes et en amplifiant certains types de contenus sans que c'est besoin de venir nécessairement de la plateforme en elle-même. Alors quelque part derrière ce que dit Marc Fadoul, il y a une autre question. Est-ce que il faut considérer que TikTok est une entreprise qui veut faire du business et gagner de l'argent, ou est-ce que c'est un outil de surveillance et de propagande au service de l'État chinois? Écoutez ce qu'il répond. Alors c'est une très bonne question, je pense que c'est les deux. Et je pense que c'est aussi important de se rendre compte que TikTok c'est les deux, mais aujourd'hui les réseaux sociaux américains sont également en train de devenir les deux. On a en fait une nouvelle dynamique technopolitique qui est en train de se mettre en place, là où des plateformes qui étaient jusqu'à présent essentiellement gouvernées de manière à maximiser les profits financiers de ces entreprises. Aujourd'hui, on a de plus en plus de collusion entre les plateformes de technologie et les gouvernements, que ce soit en Chine, donc déjà une crainte qu'on avait avec TikTok, mais désormais c'est une crainte qu'on a très fortement aux États-Unis. Et ce sont en effet également des outils de surveillance pour les gouvernements. Le Parti communiste chinois a la possibilité de demander à TikTok des données sur certains utilisateurs si jamais c'est pour des questions de sécurité nationale ou d'espionnage. Mais de la même manière, le FBI peut faire ça avec les plateformes américaines, et on voit aujourd'hui que le gouvernement américain fait de plus en plus de requêtes justement de données pour aussi effectuer des opérations politiques. Océane Herrero, sur cette question, TikTok, surveillance ou pur business, vous répondez quoi ? Je pense que, comme Marc Fadoul l'a dit, il y a un peu des deux, parce que sur le côté business, c'est clair que TikTok a des ambitions commerciales. Ensuite, est-ce que c'est une entreprise qui peut tout à fait échapper aux intérêts de la Chine ? On n'en a pas de garantie, et c'est pour ça qu'on voit que les gouvernements occidentaux ont beaucoup moins de mal à prendre des solutions radicales contre TikTok que contre d'autres plateformes. Quelques exemples, c'est évidemment donc les négociations sur la vente aux États-Unis, mais aussi là où je travaille, donc ici en France, le gouvernement avait décidé l'année dernière de suspendre TikTok en Nouvelle-Calédonie dans un moment d'émeute. C'était jamais arrivé pour un réseau social auparavant. En utilisant, c'est ça que vous voulez dire, quelque part l'argument de « Ah, attention, TikTok peut vous surveiller, etc. » alors que c'est peut-être pas la vocation pour laquelle le gouvernement voulait interdire TikTok, c'est ça que vous voulez dire ?
En l'occurrence, c'était pas la surveillance qui avait été utilisée comme argument, mais la capacité de TikTok à disons pousser en embrasement ou pousser à plus de violence. Mais est-ce que la même décision aurait été prise à l'égard d'une plateforme américaine? En tout cas, ça avait jamais été fait auparavant. On sait aussi que la Roumanie est revenue sur le résultat de son scrutin présidentiel en dénonçant des ingérences de la Russie via la plateforme TikTok. Donc voilà, il y a un soupçon supplémentaire sur cette plateforme-là, sur son rôle, qu'il soit actif ou passif, pour pousser des opérations de propagande. Et à partir de là, disons, le fait que ce soit une plateforme chinoise n'aide absolument pas son cas. Pour vous, Virginie Arantes, le fait que ce soit une plateforme chinoise augmente le risque de manipulation de l'information, de propagande et de surveillance via la collecte des données, ou pas forcément ? Je pense qu'une chose est claire, c'est que la Chine est un État autoritaire. Maintenant, je pense que c'est les deux aussi, comme le président disait, mais l'enjeu n'est pas de savoir qui est gentil ou méchant, de mon point de vue, mais de reconnaître que, en fait, toutes les entreprises tentent d'imposer leurs règles du jeu dans le numérique. Et les pays occidentaux ont quand même pas mal de contradictions, comme cela a été dit. Rappelons-nous de Facebook avec Cambridge Analytica, qui a été accusé d'influencer les élections, mais aussi Meta en Birmanie, qui a été aussi accusé de renforcer la haine ethnique contre les Rohingyas. Donc voilà, je pense que le débat ne devrait pas être interdire ou pas TikTok, mais plutôt comment garantir une Internet qui protège ses utilisateurs de la censure, de l'ingérence étrangère, et aussi qui protège des ultralibéralismes numériques tels que Elon Musk, par exemple. Mais alors donc, ça c'est pour l'Europe ou l'Occident face à ces différentes applications. Vous nous dites, bon, TikTok, mais aussi Facebook, Instagram, etc., doivent être surveillés. Il faut une sorte de démocratisation de ces plateformes. Mais alors en Chine, est-ce que là, TikTok est un outil, enfin TikTok, la version chinoise, Douyin, un outil vraiment de surveillance des populations? De surveillance, bon, il y a des caméras partout. J'étais en Chine en novembre dernier. Voilà, je pense qu'on peut être retrouvé en quelques minutes actuellement en Chine. Donc, bien évidemment, mais là-bas, les gens le savent. C'est ça la différence, je pense. Ils sont très conscients. C'est intégré, quoi. On est conscient que quand on utilise TikTok, voilà, il y a une sorte de surveillance qui s'installe un peu partout dans la société et sur TikTok aussi. Tout à fait. Et puis, il y a des restrictions aussi. Par exemple, jusqu'à 14 ans, 40 minutes par jour, pas le soir, de telle heure à telle heure. TikTok Douyin est interdit. Donc, il y a des réglementations contre l'utilisation des jeux vidéo. Donc, bien évidemment, on est conscient qu'on est beaucoup plus contrôlé. Océane Herrero, on va peut-être terminer avec vous sur cette dernière question. Vous qui avez remonté le fil de TikTok et qui vous intéressez aux questions de technologie en tant que journaliste, est-ce que on n'a pas vraiment aujourd'hui tout intérêt à se pencher sur ce qui se passe en Chine, comment fonctionnent les technologies chinoises, etc. Est-ce que quelque part on n'est pas un peu en manque? Est-ce qu'on ne connaît pas finalement suffisamment ce qui se passe en Chine? Je pense que c'est important de voir justement quel est le maillage et le contexte culturel dans lequel ces entreprises évoluent. Ça a été dit, mais en Chine, la surveillance est partout. Il y a les caméras, il y a aussi le fait que pour prendre le métro ou le train, les Chinois passent leur carte d'identité. Tout est enregistré, tout est traçable. Tout le monde utilise son mobile pour à peu près toutes les applications. Donc tout laisse des traces. Et en fait, c'est dans ce contexte-là que les entreprises technologiques chinoises évoluent, et donc avec des pratiques de collecte des données qui sont très très différentes des standards qu'on veut avoir en Europe. Donc évidemment, TikTok dira qu'il respecte les standards européens en Europe. Ils ont annoncé par exemple des data centers sur le territoire européen pour stocker localement donc les données des utilisateurs du continent. Mais en effet, c'est des contextes culturels qui vont être très différents, des relations au gouvernement qui vont être beaucoup plus dures
suivre en Chine. Et donc de ce côté-là, on a plutôt intérêt en effet à savoir quelles sont les règles du jeu. Et on sent bien que dans les mois qui viennent, ces questions-là vont prendre en importance à la fois sur la collecte de données et sur la manière dont les entreprises technologiques entrecroisent leurs intérêts avec ceux des gouvernements. Merci beaucoup Virginie Arantes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous Océane Herrero. Je rappelle votre livre, Le système TikTok, comment la plateforme chinoise modèle nos vies. C'est aux éditions du Rocher. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.